Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui, nous sommes à Spa pour démarrer en beauté une année consacrée à l'eau. Vous le savez, la Wallonie, chaque année, se donne une thématique pour son année touristique. C'est comme ça que l'année dernière, nous vous avions fait découvrir tout ce que la Wallonie compte comme petits coins insolites. Eh bien, cette année, on va vous emmener au bord de l'eau, voire même parfois sur l'eau. Et pour entamer en beauté cette saison, je vous emmène donc dans une ville d'eau par excellence, Spa. On vous emmène au Pouhon Pierre-le-Grand où jaillit la source la plus abondante de Spa. Nous irons au terme voir comment cette eau permet de se détendre et puis dans l'usine de Spa Monopole, découvrir comment on passe de la goutte à la bouteille. Il sera aussi question d'art avec l'expo Miro et d'histoire avec une visite de la ville. Après tout ça, vous aurez rendez-vous plus près de chez vous pour découvrir d'autres bienfaits de l'eau. Et enfin, je vous retrouverai pour notre traditionnel agenda. Vous êtes prêts? Alors on y va. Jean-Marie, on est à la source la plus abondante de Spa, c'est bien ça? Abondante peut-être, il y a un débit ici de 21 000 litres par jour. Un débit très régulier. Et cette source s'appelle la source Pierre-le-Grand. Pierre-le-Grand, qui était donc tsar de Russie, qui est venu à Spa en 1717, qui était malade parce que, bon, là où il habitait en Russie, il ne buvait que de la vodka. Ici, il n'a pu boire que de l'eau. Et donc, il se sentait beaucoup mieux après quelque temps. Et ça s'est su alors partout en Europe, dans toutes les cours, dans la noblesse, etc. Et tout le monde arrivait à Spa, devait venir à Spa, c'était the place to be. Un petit mot quand même sur le bâtiment qui nous abrite. On se trouve où ici? Il est sublime. Là, nous sommes dans le Pouhon Pierre-le-Grand, qui a été construit en 1880, disons en reconnaissance au tsar qui était venu ici. Et ce bâtiment a entièrement été renouvelé il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Et alors, vous avez le jardin d'hiver où les Bobelins, il faut que je vous explique, les Bobelins, c'est le nom que donnait l'Espadois aux personnes qui venaient de l'extérieur, qui venaient boire. Boire, en latin, bibere, Bobelin, ça pourrait bien venir de là. Et donc encore toujours, maintenant, on appelle les gens qui viennent de l'extérieur des Bobelins. Et donc les Bobelins venaient là aussi, c'était un jardin d'hiver avec des plantes en pot, bien entendu, et on donnait des concerts. Et voilà. On va quand même la goûter? Ah, votre bonne santé! Allez. Ah, c'est un goût particulier. Ah, bien entendu, oui, c'est assez ferrugineux et c'est légèrement gazeux. Le jardin d'hiver des Bobelins abrite aujourd'hui une exposition permanente consacrée au peintre espagnol Miro. Et avant d'aller visiter la ville avec Jean-Marie, je vous propose de la découvrir en compagnie du commissaire de l'expo, le très sympathique Jean-Christophe. La spontanéité. Alors pour commencer, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter Miro? Qui était ce personnage? Alors Miro, c'est un peintre les plus importants du XXe siècle. Il fait aujourd'hui partie même de l'imaginaire de la peinture et de l'art moderne. Il y a plusieurs musées d'ailleurs en Europe qui sont consacrés à ce personnage et surtout il séduit énormément le grand public et énormément également les enfants, les écoles qui viennent le découvrir avec plaisir. Donc artiste espagnol qui a vraiment traversé l'ensemble du XXe siècle. Ce qu'il y a de particulier avec Miro, c'est que ce n'est pas de l'art figuratif et pourtant ça reste accessible au plus grand nombre. Ah oui, c'est extrêmement accessible pour la simple et bonne raison que Miro est un de ces artistes qui considère qu'on a tous un jour été un grand artiste. La première chose que l'on fait d'ailleurs avant de parler, et même parfois avant de marcher, c'est dessiner. Alors c'est forcément des krabouja, comme on dit, mais finalement, Miro considère qu'on est tous un peu artistes en soi et que lui, son but était justement de garder son âme d'enfant et de dessiner finalement comme un enfant jusqu'à ses 90 ans. Et c'est pour ça que finalement, le grand public est interpellé par ses œuvres. Alors vous allez nous aider à décoder tout ça parce que Miro, c'est pas que des krabouchas comme vous dites.
Ah non, c'est pas que des craboujas, mais c'est surtout, je dirais, une volonté d'essayer de créer sans réfléchir, sans se dire est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. C'est vraiment de la pure spontanéité. Forcément, lorsque l'artiste laisse libre cours à son imagination, au fur et à mesure de sa carrière, on voit toujours les mêmes symboles. Comme ici, par exemple, le soleil qui est toujours rouge. Il faut rappeler que c'est un artiste espagnol qui va vivre notamment aux Canaries. Il va être baigné par le soleil. La lune, par exemple, est un élément qui revient très souvent. Les étoiles, alors sous cette forme, avec ces lignes qui se croisent. Et alors l'oiseau, qui est son animal préféré. Alors pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a bien un mot qui caractérise le travail de Miro, c'est la liberté. La liberté de peindre ce qu'il veut, de dessiner ce qu'il veut, et un artiste également qui veut la liberté de créer. Et donc forcément l'oiseau, cet animal libre, était pour lui un symbole très important. Jean-Christophe, si je dis que c'est un ours, j'ai évidemment tort. Oui, on tombe dans le panneau, les enfants en premier. Alors, il faut savoir que Miro a représenté quantité de femmes. Et il y a un moyen de les reconnaître chez lui qui va faire sourire, c'est qu'il les représente systématiquement avec 3 cheveux. Donc on voit toujours ces 3 petits cheveux à la tête de ces différents personnages. On le voit également ici. Et alors, voilà, dans cette œuvre un peu plus célèbre, où l'on voit les 3 grands cheveux de cette dame, qui a la tête inclinée et ses yeux qui débordent même de son visage. Donc voilà, là on est vraiment dans l'univers de Miro, les symboles majeurs de son œuvre et surtout ce côté extrêmement enfantin que l'on retrouve qui fait finalement nous interpeller parce qu'on aurait pu se dire « Ah nous, j'ai l'impression que j'ai presque fait il y a quelques années ce dessin ». Alors ce qu'il y a de particulier aussi, c'est le titre des tableaux. Il ne donne aucune indication sur comment l'interpréter. C'est à nous de projeter ce qu'on veut ou ce qu'on peut dans l'œuvre. Exactement. Miro ne sait pas ce qu'il va faire avant de commencer. Il prend une feuille, il fait une tâche ou il prend une feuille qu'il a chiffonnée dans laquelle il s'est essuyé les mains. Qu'importe, le but c'est de commencer par le hasard. Et ce hasard va lui faire penser à quelque chose et il va continuer le dessin dans ce sens-là. Et donc forcément, on débouche sur des œuvres qui sont extrêmement répétitives parce que parfois il va voir que des femmes, parfois il va voir que des soleils, que des échelles, que des étoiles. Et donc on a ce côté qui revient sans arrêt dans sa carrière. Et alors Miro nous laisse un petit peu finalement deviner ce qu'il a voulu représenter. C'est nous historiens qui pouvons vous dire que c'est une femme. Mais sinon, voilà, il y a la liberté est laissée aussi aux visiteurs de voir ce qu'il a envie. Allez, on quitte le pont Pierre-le-Grand et on retrouve Jean-Marie dans le centre-ville de Spa. Bonjour. Bonjour. Nous trouvons devant le casino de Spa. Ce n'est pas le bâtiment original, bien entendu, parce qu'en fait, on jouait déjà au XVIe siècle. Et les gens, les Bobelins, après leur promenade, après qu'ils avaient été prendre les eaux, comme on dit, ils jouaient pour de l'argent, les dés ou aux cartes. Mais nous étions alors sous la tutelle du prince-évêque de Liège. Et lui, il trouvait que ce n'était pas très, entre guillemets, catholique de jouer pour de l'argent en rue, les enfants qui voyaient ça, etc. Et il a dit, voilà, on va mettre une salle à disposition, mais ça ne s'appelait pas casino. C'était des salles de jeu ou d'amusement, mais l'activité, le jeu pour de l'argent, c'était ici les premiers au monde. Le mot casino a été utilisé pour la première fois à Las Vegas, mais en fait l'activité du jeu, c'est ici le premier au monde. Las Vegas a copié Spa. Oui, si on veut, oui. Alors encore un bâtiment historique ici à notre gauche. Absolument, ce sont les bains, c'est inscrit d'ailleurs au-dessus. Ouais. Les anciens thermes qui sont vides en fait depuis 2004. Donc ça fait 15 ans que ce bâtiment n'est plus utilisé. Ces bains sont en réalité le 3e établissement thermal de la ville. Le premier avait été érigé en 1828 à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville. Ce bâtiment-ci date des années 1860, de style néo-renaissance. Il a été conçu par Léon Seuys, l'architecte à qui on doit également la Bourse de Bruxelles.
Et c'est ici alors que les gens venaient prendre les bains? Voilà, oui. Mais la différence, c'est qu'ici, donc, vous aviez toutes des petits locaux avec une baignoire, mais il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas d'hammam, il n'y avait pas de sauna, tout ça, il n'y avait pas. Donc, ça ne répondait plus aux normes du thermalisme moderne. Voilà, on quitte le centre-ville de Spa et on monte sur la colline. On va rejoindre le nouveau bâtiment des thermes de Spa. Le nouveau, et donc le 4e bâtiment des thermes, est en effet construit sur la colline d'Annette-et-Lubin et pour le rejoindre, il existe un funiculaire. L'établissement propose toujours des soins issus du thermalisme traditionnel tel qu'il se pratiquait déjà au 19e siècle. Mais évidemment, il a aussi fallu rajeunir tout ça pour répondre aux attentes des clients d'aujourd'hui. Il a fallu se moderniser et s'adapter aux changements des époques, puisque effectivement nous venons d'une époque où les soins étaient très largement remboursés. Les gens venaient à Spa pour suivre des cures de 1, 2 ou 3 semaines sur base de prescriptions médicales. Et puis tout ce conventionnement s'est brutalement stoppé au début des années 80. Il a fallu se réadapter et retrouver un nouveau souffle au thermalisme. Et c'est ainsi que nous avons agrémenté le menu, la carte des soins, avec des soins que l'on va considérer peut-être un peu plus modernes et plus axés sur le bien-être. Si à Spa on parle de thermalisme, c'est parce que tous les soins sont réalisés avec de l'eau thermale, c'est-à-dire de l'eau de source. À ne pas confondre avec la thalassothérapie par exemple, qui elle utilise de l'eau de mer, ou le simple Spa qui utilise simplement l'eau de distribution. Nous avons de l'eau de source minérale naturelle qui alimente l'établissement des thermes de Spa, donc notamment 3 sources différentes. Nous allons d'abord avoir la Spa-Reine, c'est la Spa que l'on boit, donc pour la crénothérapie. Ensuite, nous avons la Spa Clémentine, c'est l'eau que nous utilisons pour alimenter les piscines intérieures-extérieures. Donc c'est une eau qui est directement acheminée jusqu'au bâtiment, chauffée à 33 degrés. Et puis nous avons la Marie-Henriette, donc cette eau riche en gaz carbonique et en fer, et avec laquelle nous prodiguons la plupart de nos soins de balnéothérapie. Le bâtiment devant nous, le nom officiel c'est Pavillon des petits jeux. En fait, d'où vient cette idée-là? Bien, encore une fois, les curistes, le casino. Tout le monde ne voulait pas aller jouer au casino parce que ça coûte de l'argent. Si on veut gagner de l'argent au casino, il n'y a qu'une solution, il faut devenir propriétaire du casino. Mais donc, les gens qui ne voulaient pas y mettre de l'argent venaient jouer ici parce qu'ici, on jouait pour 2 fois rien, quoi. C'était de l'amusement. Il y avait d'autres jeux aussi. Le pavillon date de 1878, tout comme la galerie qui se trouve juste derrière. Celle-ci s'appelle la galerie Léopold II. Elle a été offerte par la ville de Spa au couple royal à l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage. La famille royale avait une affection particulière pour Spa? Ben oui, parce que la famille royale venait ici à Spa les week-ends et les vacances. Et puis finalement, ils se sont établis ici. La reine Marie-Henriette a vécu dans la Villa Royale que nous allons voir tout à l'heure. Elle y est d'ailleurs décédée en 1902. Avant d'aller voir cette fameuse Villa Royale, je vous propose un dernier détour chez le fleuron industriel spadois, les usines de Spadel. Parce qu'à Spa, l'eau de source, on ne fait pas que se baigner dedans. On s'est aussi dit qu'il serait malin de la mettre en bouteille. On a plusieurs poids de captage sur les différentes sources et donc on va aller puiser directement dans le captage pour aller amener l'eau jusqu'à l'usine pour pouvoir la mettre en bouteille. Donc on a 3 sources. On a une source Reine pour faire nos produits eau plate. Puis alors on a la source Marie-Henriette pour faire notre eau finesse, donc elle est naturellement pétillante. Et puis on a l'eau Barissard qui est vraiment la fortement pétillante, qui est vraiment plutôt rafraîchissante on va dire à ce niveau-là. L'usine
l'usine de Spadel n'est pas accessible au public. Pour découvrir le travail d'embouteillage, un espace de visite baptisé l'Odyssée a été aménagé. Mais nous avons eu la chance que Maxime nous emmène voir les choses de plus près. Parce que prendre de l'eau pour la mettre dans une bouteille, ça a l'air tout simple. Mais pour en produire jusqu'à 60 000 en 1 heure, il faut évidemment un processus industriel bien rodé. Il y a la source où on va capter l'eau qui arrive jusqu'à l'usine. Une fois qu'on a l'eau, il faut qu'on la mette dans une bouteille. Donc pour former la bouteille, on part d'une préforme. C'est une sorte de petite éprouvette en PET qu'on vient souffler pour avoir la forme de la bouteille. On vient remplir la bouteille et puis on vient mettre notre bouchon, fermer la bouteille. Puis on vient mettre les étiquettes par autour, former le pack. Puis à partir de ça, une fois qu'on a le pack bien formé, on peut le mettre sur une palette qui sera mis ensuite dans nos stocks qui sont gérés en automatique. Et puis à partir de ce moment-là, on livre chez le client qui sont les grandes surfaces. Voilà un peu le flux chez nous. Et l'eau en elle-même, elle subit une transformation? L'eau, comme c'est une eau minérale naturelle, on ne peut pas transformer la composition de l'eau. Il y a des normes qui sont imposées, qu'on doit respecter, pour qu'on respecte et qu'on garde, l'eau qui est la même composition que dans les sources. Maxime le sait, le grand enjeu pour les producteurs d'eau en bouteille, c'est la réduction de la consommation de plastique. Alors ici, on cherche, même si on reconnaît qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle. À tout niveau, sur chaque étape d'emballage, on essaie de réduire la quantité. Donc, par exemple, sur la préforme que j'ai montré tantôt, on va essayer d'avoir des préformes les plus fines possibles, le bouchon le plus petit possible. Après, il y a toujours des limites pour garder la qualité du produit. Il faut toujours trouver des compromis. Ici aussi, sur les films, on essaie d'avoir le film le plus fin possible. Après, ça reste toujours la demande du client. Si un client veut un film plus épais ou un film plus solide, on reste à la demande du client. Et comme la tendance est vraiment d'avoir un impact plastique le plus bas, on essaye aussi de réduire chaque étape de notre emballage pour avoir cet impact plastique, on va dire, réduit. Donc, oui, ici on a toute la zone palettiseur, donc on met le pack en palette, ou alors on vient former couche par couche la palette qui sera ensuite houssée pour rester le plus stable possible dans les camions pour arriver jusque dans le magasin où le client pourra se servir. Comme promis, on quitte Spa avec quelques images de la Villa Royale où vécut et mourut la 2e reine des Belges, la reine Marie-Henriette. Bonjour à tous et bienvenue à Serfontaine. Nous nous trouvons plus précisément dans le bois du Seigneur et nous allons aller à la rencontre tout de suite de Monsieur Michaud qui sera notre guide nature pour la journée et qui va nous parler des bienfaits de l'odeur. Bonjour Philippe. Bonjour Anna-Lisa. Comment vous allez? Très bien. Alors, quelque chose de magnifique à voir aujourd'hui? C'est la source de l'odeur. Je ne sais pas comment définir ça. Mais en tout cas, j'ai fait la démarche depuis pas mal d'années, dizaines d'années, de venir la voir. Et elle m'a ému, parce que c'est le début de quelque chose. C'est l'eau qui sort de terre et qui, après près de plusieurs dizaines de kilomètres plus loin, en marchant au pont, se jette dans la Sampe pour avoir un autre destin. Quand vous approchez l'eau, quelle que soit la rivière, vous êtes en contact avec la terre et le ciel. Et par le biais de l'eau, par le biais de la goutte d'eau, vous entrez en information avec toute la dimension de la terre. Quelque chose de beaucoup plus subtil qui vous relie à votre corps, l'esprit et même l'âme. Vous entendez qu'elle vous dit merci. Elle vous dit merci parce que, c'est ce que je crois, c'est qu'à partir du moment que l'on regarde les choses différemment et que vous faites la démarche de venir voir, vous avez déjà une autre relation avec l'odeur. C'est une rivière épatante. Alors Philippe, ici on est vraiment passé de la petite source à ce grand truc là. Mastodonte, le géant. Au cœur du barrage donc. Au cœur du barrage, on peut dire, hein, ça c'est le
le barrage de la Plate-Taille. Et ici, on est sur la partie inférieure, que l'on appelle le partie des lacs de l'Odeur. Il fallait approvisionner la Sambre en eau. Et voilà, il y a eu des études qui ont été faites dans les différents affluents de la Sambre, et c'est celui de l'Odeur qui a été choisi. Alors pour moi, la source, pour vous dire ce que j'ai écrit en son temps, c'est la grand-mère. Ici, l'Odeur qui se trouve dans le fond, c'est la fille. Et au-dessus, puisqu'on prend l'eau et qu'on la remet au-dessus, c'est la petite fille. Alors Philippe, ici c'est donc un déversoir. Oui, le déversoir d'Amour. Oui. Il a été rénové il y a quelques années. Quand on est près de la rivière, il y a aussi ce son. Oui. Hein, ça n'a l'air de rien, mais on est vraiment... on a ici une atmosphère qui reçoit aussi l'information de l'eau. C'est fou, hein? C'est nos cellules qui vibrent également par rapport à ça. Il y a réellement une osmose, une symbiose qui est là en train de se faire. Dans la relation, il y a deux choses. Il y a un émetteur et un récepteur. Et le canal, c'est quoi? C'est l'eau. Plus on l'approche, plus elle nous révèle. Et ça, c'est le sens de la vie. Si vous êtes en adéquation avec l'eau, vous êtes en adéquation sur votre chemin de vie, de la naissance à la mort. C'est ce que l'eau m'a appris. Vous n'avez jamais eu envie de vivre près de la mer, vous? Pas plus que ça. Alors Philippe, changement de décor complet là pour cette finale. Oui, une autre source. Une autre source. L'Odeur vient vers nous et vient se mélanger à la Sambre. Dans le fond, tout ça, c'est de rejoindre l'humain. Et l'humain, il est partout. Quel est le rapport il a avec la nature? C'est une question en tant que telle. Donc, vous sentez bien que c'est une question que je me pose. Et l'eau, pourquoi l'eau? Parce que je pense que l'eau permet de donner à la terre l'humus nécessaire pour avoir une alimentation. Nous avons la chance de pouvoir appréhender une nature, à mon avis, avec notre conscience, mais la nature en elle-même est peut-être déjà une certaine conscience. L'eau, c'est aussi son jardin secret, comme je le disais tout à l'heure. Donc je crois que quand on est un peu dans cette dimension-là, on essaye tout simplement d'apporter un peu d'humilité et un peu de capacité d'être aux uns et aux autres. Il y a quelque chose que j'ai dans ma tête depuis longtemps, c'est de Tolstoï, tout ce que je comprends, je ne le comprends que parce que je t'aime. Beau. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà, on se retrouve pour notre traditionnel agenda. Nous sommes au domaine de Berinzen, sur les hauteurs de Spa. Un lieu, vous allez le voir, propice à la découverte de la nature et à la détente. Alors, le premier événement que je vous propose, il se déroule pas loin d'ici. Il s'agit de la 19e édition des Porsche Club francorchandaises qui se dérouleront les 13 et 14 avril prochains. Alors, l'événement est ouvert à tous les amoureux de la marque, que vous en possédiez une ou pas, puisque les visiteurs pourront flâner dans les paddocks au rythme des baptêmes de piste et découvrir des véhicules d'exception. Le Grand Tournu près de Mons accueille jusqu'au 19 mai prochain une exposition intitulée Hors-piste rencontre au Groenland. Alors vous l'avez compris, cette exposition, c'est l'occasion de découvrir le Groenland, une île aux ressources naturelles limitées et au climat rigoureux, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir le travail des artisans de là-bas.
Direction Traigne à présent, où l'espace Arthur Masson, que nous vous avions fait découvrir la saison dernière, fête ses 20 ans. Et qui dit anniversaire, dit fête bien sûr. Le week-end des 30 et 31 mars, une foule d'activités sont organisées. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais sachez en vrac qu'il y aura des ateliers de bricolage, de musique, de calligraphie, qu'il y aura une kermesse comme en 1932 et des promenades en bord de Viroin. Et puis, bonne nouvelle, l'exposition 60-90, l'œuvre au miroir des mots au musée des Beaux-Arts de Tournai est prolongée jusqu'au 22 avril. Cette exposition met en commun les collections d'une part des archives et musées de la littérature et d'autre part du musée des Beaux-Arts de Tournai, et ce à l'occasion de leur anniversaire respectif. Dans un cadre conçu par Victor Horta, vous pourrez notamment découvrir des œuvres de Monet et de Rodin. À Marché dans ses environs a lieu pour l'instant le tout petit festival destiné aux enfants de 0 à 7 ans. Films, des expositions, des animations, des ateliers, il y en a pour tous les goûts. Mais je vous le disais, l'événement est déjà en cours. Ne traînez donc pas, la dernière date, c'est le 4 avril. Voilà, bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve en télé le 21 avril. Nous serons au bord du canal Bruxelles-Charleroi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet de votre télé locale. Portez-vous bien et n'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous.